À mon fils, à mon père. L'amour a des dents, et ses morsures ne guérissent jamais. Stephen King. L'histoire de nos peurs. L'histoire de notre vie est l'histoire de nos peurs. Pablo de Santis. « 1971. N'aie pas peur, Arthur. Saute. Je te rattrape au vol. Tu es sûr, papa? J'ai 5 ans. Les jambes dans le vide, je suis assis sur le plus haut matelas du lit superposé que je partage avec mon frère. Les bras ouverts, mon père me regarde d'un œil bienveillant. « Vas-y, mon grand. »« Mais j'ai peur. »« Je te rattrape, je t'ai dit. Tu fais confiance à ton père, hein, mon grand? »« Ah, oui? Alors saute, champion !» Pendant quelques secondes encore, je dodeline de ma tête ronde. Puis, avec un large sourire, je m'élance dans les airs, prêt à m'accrocher au cou de l'homme que j'aime le plus au monde. Mais au dernier instant, mon père, Frank Costello, recule volontairement d'un pas, et je m'étale de tout mon long. Ma mâchoire et mon crâne heurtent douloureusement le parquet. Sonné, il me faut un moment pour me relever. J'ai la tête qui tourne et l'os de la pommette enfoncé. Avant que je fonde en larmes, mon père m'assène une leçon que je n'oublierai jamais. Dans la vie, tu ne dois faire confiance à personne. Tu comprends, Arthur? Je le regarde, terrifié. À personne! Répète-t-il avec un mélange de tristesse et de fureur contre lui-même. Pas même à ton propre père. Première partie. Le phare des 24 vents. Lighthouse. Je me demande ce que le passé nous réserve. Françoise Sagan. 1. Boston, printemps 1991. Le premier samedi de juin, mon père a débarqué chez moi à l'improviste sur le coup de 10 heures du matin. Il avait apporté un pain de gêne et des cannolis au citron que sa femme avait préparés à mon intention. « Tu sais quoi, Arthur? On pourrait passer la journée tous les deux » proposa-t-il en allumant la machine à expresso comme s'il était chez lui. Je ne l'avais plus vu depuis Noël dernier. Accoudé à la table de la cuisine, je contemplais mon reflet dans les chromes du grille-pain. J'avais le visage mangé par la barbe, les cheveux hirsutes, le regard creusé par les cernes, le manque de sommeil et l'abus d'Apple Martini. Je portais un vieux t-shirt Blue Oyster Cult que j'avais acheté lors de mes années lycée et un caleçon Bart Simpson délavé. La veille au soir, après 48 heures de garde, j'avais descendu quelques verres de trop au Zanzibar avec Veronica Jelensky, l'infirmière la plus bandante et la moins farouche du Massachusetts General Hospital. La belle Polonaise avait passé une partie de la nuit avec moi, mais avait eu la bonne idée de décamper 2 heures plus tôt en portant son petit sachet d'herbe et son papier à cigarette, s'évitant ainsi un télescopage fâcheux avec mon père, l'un des pontes du département de chirurgie de l'hôpital dans lequel nous travaillions tous les deux. Un double expresso, le meilleur coup de fouet pour démarrer la journée, affirma Frank Costello en posant devant moi une tasse de café serré. Il ouvrit les fenêtres pour aérer la pièce dans laquelle persistait une forte odeur de shit, mais s'abstint de tout commentaire. Je croquais dans une pâtisserie tout en le détaillant du coin de l'œil. Il avait fêté ses 50 ans 2 mois plus tôt, mais à cause de ses cheveux blancs et des rides qui creusaient son visage, il en faisait facilement 10 ou 15 de plus.
Malgré tout, il avait conservé une belle allure, des traits réguliers et un regard d'azur à la Paul Newman. Ce matin-là, il avait délaissé ses costumes de marque et ses mocassins sur mesure pour un vieux pantalon kaki, un pull de camionneur élimé et de lourdes chaussures de chantier en cuir épais. « Les cannes et les appâts sont dans le pick-up », lança-t-il en avalant son petit noir. « En partant tout de suite, on sera au phare avant midi. On mangera sur le pouce et on pourra taquiner la dorade tout l'après-midi. Si la pêche est bonne, on s'arrêtera à la maison en revenant. On préparera le poisson en papillote avec des tomates, de l'ail et de l'huile d'olive. » Il me parlait comme si nous nous étions quittés la veille. Cela sonnait un peu faux, mais ce n'était pas désagréable. Tandis que je dégustais mon café par petites gorgées, je me demandais d'où lui venait cette soudaine envie de partager du temps avec moi. Ces dernières années, nos relations avaient été quasi inexistantes. J'allais bientôt avoir 25 ans. J'étais le benjamin d'une fratrie de 2 garçons et d'une fille. Avec l'accord bienveillant de mon père, mon frère et ma sœur avaient repris l'entreprise familiale créée par mon grand-père, une modeste agence de publicité à Manhattan, et l'avaient fait suffisamment prospérer pour espérer la revendre dans les prochaines semaines à un grand groupe de communication. Moi, je m'étais toujours tenu à l'écart de leurs affaires. Je faisais partie de la famille, mais de loin, un peu à la manière d'un oncle bohème parti vivre à l'étranger et que l'on croise sans déplaisir lors du repas de Thanksgiving. La vérité, c'était que dès que j'en avais eu l'occasion, j'étais parti étudier le plus loin possible de Boston. Une pré-med à Duke, en Caroline du Nord, 4 années d'école de médecine à Berkeley et une année d'internat à Chicago. Je n'étais revenu à Boston que depuis quelques mois pour y effectuer ma 2e année de résidanat en médecine urgentiste. Je bossais près de 80 heures par semaine, mais j'aimais ce boulot et son adrénaline. J'aimais les gens, j'aimais travailler dans l'urgence et me coltiner la réalité dans ce qu'elle pouvait avoir de plus brutal. Le reste du temps, je traînais mon spleen dans les bars du North End, je fumais de l'herbe, et je baisais des filles un peu barrées et pas sentimentales dans le genre de Veronika Jelensky. Longtemps, mon père avait désapprouvé mon mode de vie, mais je ne lui avais guère laissé d'angle d'attaque. J'avais financé mes études de médecine sans lui demander le moindre sou. À 18 ans, après la mort de ma mère, j'avais eu la force de quitter la maison et de ne plus rien attendre de lui. Et cet éloignement n'avait pas eu l'air de lui peser. Il s'était remarié avec l'une de ses maîtresses, une femme charmante et intelligente qui avait le mérite de le supporter. Je leur rendais visite 2 ou 3 fois par an, et ce rythme paraissait convenir à tout le monde. Ce matin-là, mon étonnement n'en fut donc que plus grand. Tel un diable sorti d'une boîte, mon père surgissait de nouveau dans ma vie, m'attrapant par la manche pour me conduire sur le chemin d'une réconciliation que je n'attendais plus. « Bon, ça tente cette partie de pêche, oui ou merde ?» insista Frank Costello, incapable de masquer plus longtemps son irritation devant mon silence. « D'accord, papa, laisse-moi juste le temps de passer sous la douche et de me changer. » Satisfait, il tira un paquet de cigarettes de sa poche et s'alluma une tige avec un vieux briquet tempête en argent que je lui avais toujours connu. Je marquai mon étonnement. « Après la rémission de ton cancer de la gorge, je pensais que t'avais arrêté ?» Son regard d'acier me transperça. « Je vais t'attendre dans le pick-up, » répondit-il en se levant de sa chaise et en exhalant une longue bouffée de fumée bleue. 2. Le trajet de Boston jusqu'à l'est de Cape Cod prit moins d'1 heure et demie. C'était une belle matinée de fin de printemps. Le ciel était pur et éclatant, le soleil éclaboussait le pare-brise, distillant des particules dorées qui flottaient sur le tableau de bord. Fidèle à ses habitudes, mon père ne s'embarrassa pas de faire la conversation,
Mais le silence n'était pas pesant. Le week-end, il aimait conduire son pick-up Chevrolet en écoutant les mêmes cassettes en boucle dans l'autoradio. Un best-of de Sinatra, un concert de Dean Martin et un obscur album de country enregistré par les Everly Brothers à la fin de leur carrière. Collé sur la vitre arrière, un autocollant promotionnel vantait la candidature de Ted Kennedy pour la campagne sénatoriale de 1970. De temps à autre, mon père aimait jouer aux paysans bouseux, mais il était l'un des chirurgiens les plus réputés de Boston. Et surtout, il détenait des parts dans une entreprise qui valait plusieurs dizaines de millions de dollars. En affaires, tous ceux qui s'étaient laissés abuser par son personnage de Pecno en avaient été pour leurs frais. Nous avons traversé Sagamore Bridge, parcouru encore une quarantaine de kilomètres, avant de faire une halte au Sam's Seafood pour acheter des lobster rolls, des pommes de terre frites et un pack de bière blonde. Il était à peine plus de midi lorsque la camionnette s'engagea dans l'allée de gravier qui conduisait jusqu'à la pointe nord de Winchester Bay. L'endroit était sauvage, cerné par l'océan et les rochers, et presque constamment battu par le vent. C'est là, sur un terrain isolé et délimité par les falaises, que se dressait 24 Winds Lighthouse, le phare des 24 vents. L'ancien bâtiment de signalisation était une structure octogonale tout en bois qui culminait à une douzaine de mètres. Il s'élevait à côté d'une maison bardée de planches peintes en blanc et recouverte d'un toit pointu en ardoise. Les jours de beau soleil, c'était une agréable résidence de vacances, mais il suffisait que le temps se couvre ou que le soir tombe pour que le paysage de carte postale cède la place à un tableau sombre et onirique digne d'Albert Pickham Ryder. La bâtisse était dans la famille depuis 3 générations. Mon grand-père, Sullivan Costello, l'avait acheté en 1954 à la veuve d'un ingénieur en aéronautique qu'il avait lui-même raflé lors d'une mise aux enchères effectuée par le gouvernement américain en 1947. Cette année-là, en manque de fonds, l'État fédéral s'était délesté de plusieurs centaines de sites qui ne présentaient plus d'importance stratégique pour le pays. C'était le cas de 24 Winds Lighthouse, devenu obsolète après la construction d'un phare plus moderne sur la colline de Langford, 15 kilomètres plus au sud. Très fier de son acquisition, mon grand-père avait entrepris de rénover le phare et son cottage pour les transformer en une confortable résidence secondaire. C'est pendant qu'il y faisait des travaux qu'il avait mystérieusement disparu au début de l'automne 1954. On avait retrouvé sa voiture garée devant la maison. La Chevrolet Bel Air convertible était décapotée, les clés posées sur le tableau de bord. Lors de la pause de midi, Sullivan avait pris l'habitude de s'asseoir sur les rochers pour déguster son casse-croûte. On avait rapidement conclu à une noyade accidentelle. Même si les marées n'avaient jamais rendu son corps, mon grand-père fut déclaré mort, noyé sur les côtes du Maine. Si je ne l'avais pas connu, j'avais souvent entendu ceux qui l'avaient fréquenté le décrire comme un personnage original et haut en couleur. En second prénom, j'avais hérité de son nom de baptême, et comme mon frère aîné n'en avait pas voulu, c'est aussi moi qui portais la montre de Sullivan, une Tank Louis Cartier du début des années 1950, au boîtier rectangulaire et aux aiguilles en acier bleui.